La réalité, c'est que le chemin que suit l'Europe, qui est d'une concentration des pouvoirs de plus en plus important dans une minorité de plus en plus faible, est quelque chose qu'on a essayé en Union soviétique, qu'on a essayé partout, qui ne marche jamais. Donc, l'Europe telle qu'elle a commencé à fonctionner à partir de Delors, en passant par Trichet, et maintenant Madame von der Leyen, est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations. Ça va péter. Donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que l'Europe qui nous ont bâti depuis 20 ans ne peut pas survivre. Elle doit disparaître. Elle va disparaître. Vous dites que oui, vous êtes aujourd'hui, cette Europe doit disparaître. Doit disparaître. C'est-à-dire que l'Union européenne telle qu'elle existe. Cette Union européenne telle qu'elle existe doit disparaître. Et à ce moment-là, chaque pays retrouvera ses souverainetés. Donc pour que l'Europe, la vraie Europe vive, il faut que l'Europe Union européenne meure. Mais elle va mourir. Il est impossible, aujourd'hui, il y a de telles contradictions, que c'est pas tenable. Pour comprendre ce qui se passe au Japon, il faut remonter à la source du mal, la dette. Le Japon est le pays le plus endetté du monde développé. Sa dette publique dépasse 260% de son PIB, loin devant la Grèce, l'Italie ou même les États-Unis. Jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais vraiment posé de problème parce que le Japon a vécu pendant plus de 30 ans dans un monde parallèle, un monde où le crédit était gratuit. Depuis les années 90, la Banque du Japon mène une politique monétaire ultra accommodante avec pour but de relancer une économie à la croissance anémique et de maintenir l'inflation au-dessus de zéro. Des taux bas, voire négatifs, des achats massifs d'obligations d'État et des injections régulières de liquidités. Nous connaissons tous les effets de la planche à billets. D'ordinaire, son usage abusif est rapidement sanctionné par l'inflation, mais pas au Japon. Le plan n'a pas marché, l'économie japonaise n'a jamais réellement décollé, et l'inflation non plus. Un kilo de riz acheté aujourd'hui vaut le même prix qu'il y a 30 ans. Puis, l'année dernière, en espérant choquer le système, la Banque du Japon a décidé de remonter ses taux directeurs. De moins 0,1 à plus 0,1%, ça n'a l'air de rien, mais il n'en fallait pas beaucoup plus. 16 mois plus tard, alors qu'ils sont montés à 0,5%, la dette japonaise a plongé dans une crise effroyable. Soudain, une nouvelle ligne est apparue au budget de l'État, le service de la dette. Ces centaines de milliards de dettes à 0%, coûtent désormais des fortunes en intérêts et la capacité de l'État japonais à honorer ses engagements est aujourd'hui remise en question. Les investisseurs n'aiment pas recevoir ce genre de signaux. Les plus prudents, comme les grands fonds de pension, vendent leurs obligations japonaises et se positionnent ailleurs. L'un après l'autre, ils tentent de fuir le Japon avant la ruine. Sur les marchés secondaires, les prix baissent, mais même après la chute, en face, les acheteurs se font de plus en plus rares et leur nombre a même frôlé le zéro absolu fin mai. Voilà pourquoi cette crise éclate aujourd'hui, alors que le Japon traîne sa dette monumentale depuis des décennies. La réponse tient en un mot, le contexte. Depuis 2022, toutes les grandes banques centrales, BCE comprises, ont remonté leurs taux pour lutter contre l'inflation. Le Japon, qui faisait encore figure d'exception avec ses taux nuls ou négatifs, a fini par suivre, tardivement et trop brutalement. Aujourd'hui, chaque dixième de point de hausse pèse lourd sur un stock de dette colossal, et à ça s'ajoute le climat géopolitique tendu. Ici, les raisons ne manquent pas. Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, tensions en mer de Chine, inquiétude sur Taïwan, tarifs douaniers. L'Asie n'a jamais semblé aussi instable, et pour les marchés, instabilité rime avec risque élevé. Ceux qui voyaient hier encore le Japon comme un havre de stabilité et de sécurité ont revu leur copie. Ils le classent maintenant parmi les pays spéculatifs. Ce n'est pas encore le cas des agences de notation, mais tout de même. La confiance est rompue et je vous rappelle la règle numéro 1 du crédit, sans confiance, pas de crédit. Et sans garantie, pas de confiance, un principe aussi vieux que le Japon. Alors oui, le Japon c'est loin, c'est exotique, c'est attrayant, et quand on pense au Japon, on pense surtout à la PlayStation, au cerisier ou au maître zen. Le Japon c'est aussi la 4e économie mondiale et le principal créancier des États-Unis. Et cette crise obligataire a fait de lui le talon d'Achille du système financier mondial. Et dans le petit monde de la dette publique négociable, il y a un autre pays dont les obligations sont traditionnellement vantées pour leur stabilité et leur sécurité, c'est la France. Et elle prend exactement le même chemin que le Japon, avec un temps de retard. Notre dette publique flirte déjà avec les 115,5% de notre PIB. En dépit de toutes les promesses, nos déficits se creusent année après année. On emprunte pour payer les intérêts des précédents emprunts et on emprunte de plus en plus. Comme le Japon, la France s'est habituée au taux bas. Pendant une décennie, emprunter ne coûtait presque rien. Nos dirigeants ont pris goût à l'argent facile. Pourquoi se serrer la ceinture quand on peut reporter le problème à plus tard? Tant que les taux sont restés bas, tout s'est bien passé. Et puis, ils sont montés et désormais, chaque point de hausse nous coûte aussi des milliards supplémentaires. Bientôt, la France consacrera plus d'argent à payer les intérêts qu'à financer l'éducation ou la santé. Et les Japonais connaissent cette chanson par cœur. Un euro trop fort, c'est comme porter des chaussures de plomb dans une course. Ça pénalise nos exportations et menace la compétitivité de nos entreprises.
Nos constructeurs automobiles, Airbus, nos entreprises du luxe, tous ces fleurons de l'industrie française et européenne, commencent à souffrir de cette force artificielle de notre monnaie. Et si la situation américaine dégénérait vraiment, la récession mondiale frapperait de plein fouet notre économie interconnectée. Baisse des commandes internationales, perte sur les investissements, montée du chômage. Dans une économie mondialisée, quand le cœur financier américain vacille, c'est tout le corps économique mondial qui tremble. C'est la malédiction de la mondialisation, on partage les profits, mais aussi les catastrophes. Chaque crise financière accélère la concentration du capital entre les mains de quelques géants mondiaux. Les entreprises françaises, affaiblies, deviennent des proies faciles pour les fonds d'investissement étrangers. Notre patrimoine industriel, nos savoir-faire, nos emplois, tout peut y passer. Cette fois c'est différent, c'est la phrase la plus dangereuse en finance, celle qui précède toutes les bulles et tous les cracks. Pourtant, cette fois c'est peut-être vraiment différent. Pas parce que nous avons trouvé la recette miracle pour éviter les crises, mais parce que nous avons créé des conditions inédites dans l'histoire. Jamais les dettes n'ont été aussi élevées, jamais les banques centrales n'ont autant imprimé de monnaie, jamais les interconnexions financières n'ont été aussi complexes. Nous évoluons en territoire inconnu, avec des outils de navigation obsolètes et une météo imprévisible. Face à cette situation, que peut faire le citoyen lambda? D'abord, comprendre que l'autruche n'est pas une stratégie viable. Ignorer la réalité ne la fera pas disparaître. Ensuite, diversifier son patrimoine devient une question de survie, pas de performance. Or, actions françaises et européennes, immobilier dans des zones résilientes, matières premières, devises étrangères, il faut étaler les risques comme on étale la confiture, uniformément et sans laisser de zone découverte. Et surtout, garder de la liquidité pour profiter des opportunités que ne manqueront pas de créer les soubresauts à venir. Et surtout, moi je pense que le grand danger c'est à la rentrée, avec une crise financière française. Crise politique, financière, économique, sociale, sociétale. Et ça, pour l'instant, les marchés ne veulent pas le voir. Les agences de notation ont refusé de faire leur boulot en ne dégradant pas la note de la France, alors qu'on ne mérite plus du tout notre doubleur depuis bien longtemps. On ne veut toujours pas le faire. Elles ne veulent toujours pas le faire. Alors elles se couvrent. Hein. Fitch avait dit, oui, mon modèle de notation donne une dégradation, mais je ne le fais pas parce que bon, on a quand même confiance. Moody's a dit, ben non, je ne peux pas donner une note à la France. C'est incroyable, c'est 30 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire quoi? C'est son boulot de donner une note à un pays. Non, non, ça je ne peux pas parce que c'est trop compliqué. Standard & Poor's a dit bon, on pourrait dégrader, mais finalement on maintient la perspective négative. Ce n'est pas sérieux, justement, c'est effectivement l'objet de ce t-shirt, on en parlera peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, on a aujourd'hui cette crise française qui est en train d'arriver avec un dérapage complet. On va en parler. Et donc à partir de là, juste pour terminer par rapport au dollar, c'est qu'effectivement, si on a cette crise française qui arrive, c'est-à-dire une crise de la dette publique, crise de la zone euro, et donc l'euro évidemment va baisser. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je pense que à 1,18, a fortiori à 1,20 $ pour un euro, ça vaut le coup d'acheter effectivement du dollar. Ouais, l'euro qui gagne pour l'instant 14% depuis le début de l'année face au dollar. C'est pas justifié surtout. Et pour nous, il y a une espèce de double peine puisque non seulement on se mange l'aide droit de douane de notre homme, mais en plus, donc on fait des concessions et en plus on a une devise qui s'envole. On a tout faux là pour le coup. Ah ben complètement. Ben, en termes de effectivement pour nos exportateurs, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont ces droits de douane. Et en clairement. plus, ils ont le change. En plus, il y a le taux de change qui est contre eux, évidemment. Donc, alors, au début, il y a quand même des couvertures sur les taux de change, donc ça va encore, mais ça continue comme ça va faire très très mal. Et donc, bien entendu, alors, faut pas non plus dramatiser, mais tout de même, on a une situation où ça va nous coûter quelques dixièmes de points de croissance en moins, sachant que déjà, il n'y a pas beaucoup de demande intérieure, donc ça ne va pas améliorer la situation économique de la France et de la zone euro, bien entendu. Ce que je reproche au gouvernement, c'est de dire une chose en campagne électorale et d'en faire une autre lorsqu'il est au pouvoir. C'est là l'enjeu. Mais ce recul va-t-il être le dernier? Le problème, c'est qu'en revenant à la table des négociations avec une position affaiblie, reconnaissons-le, le Canada s'expose à devoir faire d'autres concessions. Parce que ça a marché une fois, là, donc Trump il est pas fou. Si ça a marché une fois, ça va peut-être marcher une deuxième fois. Et là, il faut être lucide. La gestion de l'offre, le système qui protège nos producteurs laitiers et avicoles avec des quotas et des tarifs élevés à l'importation, risque fort d'être la prochaine cible américaine. Ottawa vient tout juste d'adopter une loi destinée à verrouiller la gestion de l'offre et à empêcher qu'elle ne soit rognée dans les négociations commerciales qui ont cours avec les États-Unis. Mais une loi canadienne, ça n'a aucune valeur contraignante aux yeux de Washington, là. Si Trump veut forcer des concessions, le recul d'Ottawa sur la TSN démontre qu'il dispose de tous les leviers pour y parvenir.
Autrement dit, la taxe numérique, c'est peut-être le premier domino d'une longue série là, qui sont appelés à tomber. En terminant, les événements entourant la taxe sur les services numériques est révélateur. Il expose la fragilité de notre rapport de force avec les États-Unis. Il expose la différence entre le discours électoral des libéraux et leur pratique du pouvoir. Et il expose une dure réalité. Pour un pays comme le Canada, très dépendant de son grand voisin, la souveraineté économique et politique n'a jamais été aussi remise en question. Les libéraux sont peut-être passés de elbow up à hands up, mais malgré cela, ce sont les Canadiens qui sont gagnants en s'évitant cette taxe sur les services numériques. Reste à voir si le prochain domino à tomber sera la gestion de l'offre. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Scandale à l'Élysée, 3 milliards d'euros partis en fumée, pendant que des millions de Français comptent chaque centime. Un nouveau rapport de la Cour des comptes, publié en juin 2025, vient de faire l'effet d'un séisme silencieux. Plus de 3 milliards d'euros d'argent public, mal géré ou carrément envolé, des projets lancés, jamais terminés, des bâtiments vides sortis de terre, au beau milieu de nulle part, à 5 millions l'unité. Des logiciels informatiques à 150 millions d'euros, qui n'ont jamais fonctionné. Des contrats attribués sans appel d'offres, à des proches du pouvoir. Et puis les fameuses notes de frais à faire tourner la tête, 700 € pour un déjeuner à 2 au Fouquet's, 200 € la nuit dans des palaces 5 étoiles. Des voyages à l'autre bout du monde, pour des missions diplomatiques, sans rapport, sans résultat. Mais le pire c'est que ce n'est pas un accident. C'est chaque année la même chose. Et pendant ce temps, on supprime des lits à l'hôpital, on ferme des classes, on demande aux Français de se serrer la ceinture. Alors non, ce n'est pas d'une question de moyens. C'est une question de priorité et de respect. Si toi aussi tu en as assez de voir ton argent dilapidé, partage cette vidéo, commente stop au pillage organisé et identifie une personne qui mérite d'ouvrir les yeux. En plein massacre à Gaza, la BNP a financé Israël à hauteur de 2 milliards de dollars. Dans son code de conduite, le groupe BNP Paribas certifie à ses clients vouloir s'assurer que son action a un impact positif sur la société. Pourtant, des documents de l'autorité américaine des marchés financiers révèlent que la plus importante banque française a participé en mars dernier à une levée de fonds record organisée par Israël. Celle-ci avait pour but de renflouer les caisses du gouvernement de Benjamin Netanyahou pour couvrir un déficit budgétaire croissant dû à la guerre. Israël a alors émis pour 8 milliards de titres financiers sur les marchés avec les soutiens de 4 institutions. Goldman Sachs, Bank of America, la Deutsche Bank et la BNP qui a soutenu Israël à hauteur de 2 milliards de dollars. Une belle illustration des engagements pris par la banque, à savoir ne pas vouloir participer à une quelconque violation des droits de l'homme par ses actions d'investissement ou de financement. Les enfants sont des êtres sexuels dès la naissance. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est une idéologie qui est très répandue à l'international et particulièrement dans les programmes d'éducation à la sexualité. Pourtant, cette idéologie est fausse, elle est toxique et elle repose sur une science qui est frauduleuse. Je vous explique pourquoi. Dans les années 40, Alfred Kinsey s'est fait financer une étude par nul autre que la Fondation Rockefeller, qu'on sait derrière plein de mouvements extrêmement sains de société, ils sont tellement philanthropes, et cette étude portait sur la sexualité des humains. Alfred Kinsey est encore considéré à ce jour comme un héros, comme le père de la révolution sexuelle. C'est grâce à lui que la femme s'est émancipée sexuellement. On a même fait un film à son nom et celui qui le joue est nul autre que le très oscarisé et talentueux Liam Neeson. Il a des statues à son effigie, mais on n'a pas besoin de creuser très loin pour s'apercevoir qu'il y avait vraiment des trucs qui tournaient pas rond avec sa méthodologie scientifique. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la portion pédocriminelle de son étude. Il a publié 2 rapports, le premier étant sur la sexualité
sexualité des hommes, le deuxième sur celle des femmes, en 1948 et 53. Ça a été des best-sellers instantanés. Et dans ces livres-là, on trouve des tableaux. Il y a certains tableaux qui posent problème, c'est ceux que vous voyez présentement à l'écran. On peut avoir des hauts le cœur, je tiens à vous avertir maintenant. Donc, on a mesuré l'orgasme des enfants. Dans cette étude hautement scientifique, on a donc mesuré le nombre d'orgasmes qu'un enfant pouvait avoir et la durée de ceux-ci. Vous voyez dans ce tableau qu'un enfant de 4 ans a été soumis à un viol pendant 24 heures et on a mesuré la quantité d'orgasmes, donc 26. Si vous êtes comme moi, donc une personne normale et saine d'esprit, vous devez vous dire comment c'est possible qu'un petit enfant puisse éprouver un orgasme quand il n'y a pas eu encore les hormones pour le faire. Alors il a dû, parce que c'était un très bon scientifique, il a dû pondre des définitions de l'orgasme. Je vais vous en lire une et vous allez comprendre pourquoi on est dans le délire pédocriminel pur et dur. Les symptômes de l'orgasme incluent de violentes convulsions du corps entier, respiration forte, gémissements, pleurs, beaucoup de larmes chez les plus jeunes enfants. En douleur et effrayés à l'approche de l'orgasme, douleur extrême, les garçons vont se débattre pour s'éloigner du partenaire. C'est le mot qui a été choisi. Oui, partenaire, comme s'il y avait un consentement implicite des deux parties. Pour éviter le climax, cependant, ils tirent définitivement du plaisir de la situation. Confronté à ses propres aberrations, Alfred Kinsey a répondu que les personnes qui avaient fait les observations avaient été formées à la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'ils prenaient des notes avec un papier et un crayon. Donc, il n'y a absolument aucun problème au côté moral ou éthique. Et c'est encore à ce jour basé sur cette étude qu'on enseigne la sexualité. Donc, toute la question de la pédagogie sexuelle vient de cette étude-là. Alfred Kinsey, après, a fondé l'Institut Kinsey, qui existe encore à ce jour, et un immense lobby derrière, qui est maintenant derrière l'UNESCO, l'ONU, l'OMS, qui donc propage l'idéologie qu'un enfant naît sexualisé et donc qu'il faut lui enseigner sa sexualité dès le plus jeune âge. Moi, je ne fais que reprendre les paroles d'autres personnes qui ont l'expertise pour se prononcer, dont Ariane Billerand, qui est une psychologue qui crie depuis longtemps qu'il y a un problème avec l'idéologie de l'enfant sexualisé dès la naissance, que ça va à l'encontre même du développement naturel de l'enfant. Ce qu'on veut, en fait, c'est de préserver l'innocence des enfants. Laissons les enfants être des enfants de grâce. On t'a appris que Kadhafi, Saddam Hussein et l'Iran sont des menaces. Mais la vérité, c'est que les vrais criminels de ce monde portent des costumes, pas des turbans. Et ils ont des bases militaires, pas des bombes artisanales. Écoute ça, et surtout partage que le monde sache. Kadhafi, on t'a dit que c'était un dictateur. Mais chez lui, les Libyens avaient logement gratuit, essence à 0,15 $, santé et éducation gratuite, et un projet de monnaie africaine basé sur l'or pour libérer le continent. Tu sais ce que l'OTAN a fait? Ils l'ont bombardé, tué, et détruit son pays. Depuis, trafic d'esclaves, guerre civile, misère. Voilà ce que l'Occident appelle la démocratie. Saddam, on t'a dit que c'était un tyran. Mais l'Irak, avant l'invasion américaine, c'était école gratuite, système de santé avancé, société éduquée et laïque, pétrole, sous contrôle national. En 2003, les USA ont menti. Armes de destruction massive. Aucune arme, juste une excuse. Ils ont détruit le pays, tué plus d'1 million de civils et fait naître Daesh. Et personne n'a jamais été jugé pour ça. L'Iran, on dit que c'est un danger. Mais l'Iran n'a jamais envahi personne. Ce qu'ils veulent, leur indépendance. Protéger leurs ressources. Ne pas se soumettre aux USA ni à Israël. Résultat, sanctions économiques. Tentative de coup d'État. Propagande constante. Mais eux, ils tiennent. Tu veux savoir qui a vraiment détruit le monde? Vietnam. 3 millions de morts, Irak. 1 million Libye, Syrie, Afghanistan, Yémen. Toujours les mêmes coupables, toujours les mêmes méthodes. Bombarder, piller, diviser, reconstruire, pour leurs intérêts. Kadhafi n'a pas détruit la Libye. Saddam n'a pas inventé une guerre. L'Iran n'a jamais colonisé personne. Mais les États-Unis et leurs alliés, des océans de sang. Et pourtant, on continue à les croire. On continue à leur obéir. Réveille-toi, ouvre les yeux, pose les bonnes questions, partage avant que ça disparaisse. L'histoire, la vraie, ne passe pas à la télé. Moi je dis bravo pour cette vidéo qui est totalement réelle et qui est quelque chose que je pense énormément aujourd'hui. Moi je trouve que j'ai grandi dans un pays qui m'a menti, dans un continent qui ment, en venant vous expliquer que tous les méchants sont là-bas, que nous on est les gentils.
Vous avez juste à regarder ce que font les États-Unis et Israël encore aujourd'hui pour vous rendre compte qu'on vous a baratiné depuis que vous êtes gamin. Mais le problème, c'est que les gens vont pas voir plus loin que le bout de leur nez et ne vont se renseigner sur rien. Les 3/4 des guerres, voire 90 à 95% des guerres sont provoquées par les États-Unis et les Occidentaux. L'économie de guerre est quelque chose dont on ne parle jamais, mais les États-Unis vivent sur l'économie de guerre, qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Moi, dans mon insouciance d'adolescent et de début de jeune adulte, dans ma vingtaine, j'étais un petit peu dans la croyance qu'on vient nous expliquer, parce qu'avec les différents attentats terroristes qu'on a eus, etc., de se dire qu'au final, nous, on est les gentils et que les méchants veulent essayer de nous taper dessus, mais plus je vieillis, plus je rends compte qu'on s'est vraiment foutu de notre gueule, qu'on se fout de notre gueule tous les jours, qu'on se fout de la gueule de nos enfants qui vont à l'école tous les jours pour apprendre des conneries et des mensonges, parce que c'est une réalité. Les enfants aujourd'hui à l'école apprennent des mensonges, apprennent une version de l'histoire qui est celle que l'Occident veut leur raconter, et que tous ces gamins qui décident de s'intéresser à ce qui se passe vraiment dans le monde quand ils sont à l'âge adulte, ils se rendent compte que pendant une quinzaine d'années, on les a pris pour des abrutis à l'école et qu'on continue de les prendre pour des abrutis dans tous les médias qu'on a tous les jours à la télé. Là, je rejoins cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est pas pour vous dire qu'il y a un gentil, un méchant. C'est juste pour vous dire que le côté de nous, les Occidentaux, nous sommes les Joséphine Ange gardiens de la planète, c'est du bullshit. On est des responsables de colonisation de masse. On est des responsables de génocide de masse. On est des responsables de crimes de guerre de masse. On encourage la guerre, on encourage les génocides, on encourage les conflits, on encourage la déstabilisation régionale partout dans le monde pour récupérer soit la puissance, soit le monopole, soit l'influence ou tout simplement tous les hydrocarbures. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons parce que ça ne marche plus aujourd'hui en 2025. On est d'accord qu'aucun parent un peu sain d'esprit ne laisserait ses enfants à quelqu'un qui a été condamné pour pédocriminalité 3 fois d'affilée. Et ben, j'ai voulu reprendre les condamnations de Pfizer dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne et qui se sont enrichies depuis. 3 milliards de personnes se sont laissées injecter 2 fois, pas une, 2 fois, par une société condamnée 20 fois pour charlatanisme, 10 fois pour promotion mensongère, 14 fois pour violation de la concurrence, 6 fois pour corruption, pot de vin, rétrocommission, 9 fois pour violation de la sûreté médicale, 7 fois pour violation de la protection des consommateurs. Cette société s'appelle Pfizer. On a un plan d'action qui va nous faire investir 45 à 50 milliards pour améliorer la fiabilité de notre service à nos clients. On est bien conscient que le statu quo n'est plus possible. Alors, les branches, il faut aller plus loin, il faut changer nos façons de faire. Alors, plutôt que de couper des branches, il va falloir couper de façon plus importante, créer des corridors de sécurité autour de nos fils. Et depuis 2018, on a doublé nos budgets en maîtrise de la végétation et on va continuer à intensifier nos efforts de ce côté. Mais malheureusement, les arbres, avec les changements climatiques, poussent de plus en plus vite. Et là, vous l'avez vu, la neige qu'on a eue hier, c'est une neige qui est 7 à 10 fois plus lourde que ce qu'on a normalement à ce temps-ci de l'année. Qu'à cela ne tienne, il faut, nous, Hydro-Québec, s'adapter à ça parce que c'est ce qu'on va connaître avec les changements climatiques. Le prophète Mohammed, qui est censé être le modèle comportemental universel pour les musulmans, c'est Allah qui le dit, soit 33 verset 21, le prophète Mohammed des musulmans a dit que ceux qui quittent l'islam doivent être tués. Hadith de Bukhari, numéro 6878, numéro 6922. Ah oui. Je m'excuse, je cite les sources à chaque fois pour pas donner l'impression que je donne un avis comme ça émotionnel. Et évidemment que la plupart des musulmans aujourd'hui n'appliquent pas ce texte et même le réprouvent dans une certaine forme de dissonance cognitive. Mais tant qu'ils n'appliquent pas ça, la majorité des musulmans en France sont plutôt occidentalisés. Mais moi, je voudrais en tout cas leur donner l'occasion d'écouter un point de vue critique parce que la critique de l'islam en France est très rare et dangereuse. C'est pas parce que c'est légal sur le papier en France de critiquer l'islam, mais c'est dangereux et donc je me fais un devoir parmi de rares personnes à faire ça. Aussi longtemps qu'il sera dangereux de critiquer l'islam en France, il sera nécessaire de critiquer l'islam. C'est ma devise. Le jour où ce sera un loisir intellectuel sans danger, je ne le ferai plus. Bakın Devlet Bahçeli de demiş ki Irak, Suriye ve İran'dan sonra hangi ülkenin gündemde olacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Yani sıra Türkiye'de diyor. Değil mi? Öyle demiyor mu? Öyle demiyor. Zaten ben bunu 20 sene evvel söylemiştim. Bu işleri bilen herkes anlıyor. Bu normal vatandaş bunu anlamaz. 20 sene evvel bunu görmeyebilir. Bu işler bilenler 20 sene evvelden beri biliyor yani bu işin sonu Türkiye'ye gelecek. Önce Suriye, yani Irak'tan sonra Suriye, arkasından İran, sonra Türkiye. Bu işi bilenler hep bilir.
olayları takip edenler, siyasi analiz kabiliyeti olanlar, basiretli olanlar, herkes bunu biliyor. Şimdi Bahçeli de bunu söylüyor. Ya sıra Türkiye'de diyor. Madem ki bunu biliyorsunuz, o zaman neden İran'a, Lübnan'a, Filistin'e yardım etmiyorsunuz? Neden İncirli'nin ve Malatya'daki Amerikan üssünün İran aleyhinde kullanılmasına izin veriyorsunuz? Madem sıra bizde, onları vururken İsrail ve Amerika, siz onlara yardım etmediniz, sadece boş boş konuştunuz. Sıra size geldiğinde de onlar size yardım etmeyecek, onlar da boş boş konuşacaklar. Ve siz onları kınayamazsınız. Aynısını siz de yaptınız. Kınama hakkına sahip değilsiniz. Good morning, everyone. My name is Matthew Gagliotti, and I'm the head of the Justice Department's Criminal Division. Thank you all for joining us today as we announce the largest coordinated healthcare fraud takedown in the history of the Department of Justice. Today marks a decisive moment in our fight to protect American taxpayers from fraudsters and to defend the integrity of America's healthcare system. We are announcing today charges against 324 defendants for their alleged participation in healthcare fraud schemes involving approximately $14.6 billion in false claims submitted to Medicare, Medicaid, and other healthcare programs. Écoutez ce que nous dit Agnès Pannier-Runacher. Que je veux dire une chose aujourd'hui. Un enfant qui naît aujourd'hui en France, dans un pays qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète, c'est pas de chance, c'est géographique, c'est pas lié à notre action. La France se réchauffe plus vite que les autres. Oh putain. Alors ce que j'ai fait, j'ai été voir les anciens articles. 2022. Environnement. Le Moyen-Orient se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. 2023. Pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle 2 fois plus vite que la moyenne mondiale? Ça va être à cause de la France. En 2015, la Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite que la moyenne de la planète. Là, c'était à leur tour. Ouais. Non, là, c'était pas nous encore à l'époque. Et ça change. C'est ça qui est bien. 2022, le changement climatique frappe de plein fouet le Canada, qui se réchauffe 2 fois plus vite que l'ensemble du monde. Des fois c'est la planète, des fois c'est le monde, des fois c'est 2, des fois c'est 2,5. 2025, là c'est récent. Selon l'organisation météorologique, là c'est sérieux, hein, mondial, hein, OMM, là c'est un truc, toi, eux ils sont dedans. L'Asie se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. C'était cette année. Putain. Je comprends plus rien. 2007. L'Australie se réchauffe plus vite que le reste du monde. Oh putain, je comprends pas. C'était 2007. Hein. À l'époque, c'était les Australiens. Ils avaient gagné le gros lot. Et nous, ouais. Nous, ça allait à l'époque. Hein. 2007, ça allait. On était bien. Mais là, 2025, là, ça y est. C'est notre tour. Merci Agnès Pannier-Runacher. T'as m'a refoutu les miquettes. Là. C'est un peu du n'importe quoi. Comme disait, il y a un présentateur d'émission ou de journal télé arabe qui leur a dit, j'ai adoré son truc, il leur a dit Israël bombarde l'Iran, du coup l'Iran bombarde Israël, du coup les USA bombardent l'Iran, donc l'Iran bombarde le Qatar, les bases militaires des États-Unis au Qatar, et les États-Unis remercient l'Iran, mais ensuite l'Iran s'excuse auprès du Qatar. Le Qatar se retrouve intermédiaire pour un accord de paix. Israël remercie le Qatar. Les États-Unis
se félicite d'un accord de paix. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est n'importe quoi. C'est incompréhensible. Je défie. D'ailleurs, le mec, il a fini comme ça. Il a dit, je sais pas si quelqu'un a compris, mais celui qui n'a pas compris, c'est mieux.